Bonjour, nous sommes aujourd'hui au 6B à Saint-Denis, sur le quai de Seine, dans un tiers-lieu qui existe depuis 11 ans, mais depuis 2 ans seulement, il y a une SIC qui a été créée. Donc c'est un nouveau virage, une nouvelle étape dans la vie de cet établissement qui accueille 180 structures sur donc 6 étages pour 7000 m². Donc c'est quand même un tiers-lieu assez imposant. Et on va tout de suite en apprendre plus sur la genèse, l'histoire du 6B et également les projets de rénovation du bâtiment et toutes les perspectives en termes d'impact sur le territoire. Bonjour Julien, Mathilde. Alors, merci de nous recevoir Mathilde dans ton atelier. De rien, c'est avec plaisir. Atelier bureau que l'on va utiliser là, pendant toute la matinée pour enregistrer les séquences. Julien, merci d'être venu malgré le décalage horaire, parce que tu arrives tout juste de 12 heures d'avion. Tu es cofondateur du 6B. Mathilde, tu es coprésidente, metteuse en scène dans la vie professionnelle. Julien, tu es architecte. On peut peut-être, si tu veux bien, commencer par parler de la genèse du projet, puisque tu en es un des cofondateurs. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée et comment ça a pu démarrer concrètement ? Oui, bien sûr. Bonjour déjà. Alors, cofondateur éventuellement, mais même fondateur, on pourrait dire, dans le sens où je suis à l'initiative de cette belle histoire qui ensuite s'est tissée avec plein de super personnes comme Mathilde qui est avec nous aujourd'hui. Donc j'habitais à Saint-Denis, c'est une histoire qui commence en 2007. Je suis donc architecte, comme tu viens de le préciser, et je faisais partie d'un collectif pluridisciplinaire qui s'appelle Existe, EXYZT. Et le festival Futur en Scène nous avait proposé de faire une installation architecturale à l'échelle 1 dans la région. J'habitais déjà à Saint-Denis. De fil en aiguille, on a décidé de proposer cette installation architecturale sur ce site ici, qui était une friche industrielle qui appartenait encore à Alstom à cette époque. Donc c'est vraiment un héritage du passé ouvrier et industriel de la Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis plus particulièrement. C'était un lieu délaissé, avec des prostituées, des toxicomanes dans le quartier, un lieu oublié, un lieu inutilisé. On a donc proposé de faire cette grosse installation architecturale qui malheureusement n'a pas eu lieu, parce qu'en 2008, il y a eu une grosse crise financière qui fait que Futur en Scène n'avait plus les moyens. Il n'empêche que moi j'avais négocié avec les futurs propriétaires qui étaient le groupe Brémond, qui venait de gagner l'aménagement de ce futur quartier, avec Nicolas Michelin, architecte urbaniste, pour en refaire un nouveau bout de ville. Et donc on s'est inséré dans cet entre-deux et j'avais négocié le fait d'occuper ce bâtiment. Du coup, en 2009, on s'est revus malgré le fait que Futur en Scène ne nous ait pas commandé cette installation. Et le groupe Brémond me dit c'était sympa quand même l'idée d'activer ce bâtiment. Moi, habitant à Saint-Denis, je connaissais beaucoup de monde qui cherchait un espace de travail. J'ai donc négocié avec Alstom un prix de location pour 2500 m² dans ce bâtiment qui défiait toute concurrence. C'était un bâtiment en mauvais état, dans un quartier délaissé. Donc on a eu un prix à 100 000 € pour 2500 m², toutes charges comprises. Une fois que j'avais ce prix, j'ai fait un petit calcul sur un bout de table. Je me suis dit on va louer les espaces à 10 € du m². On va en louer 1000, ça va nous faire les 100 000 € et il va nous en rester 1500 qui seront des espaces mutualisés. J'ai donc pendant 3 mois fait agent immobilier. Tout le monde m'appelait en disant on aimerait bien un espace. Je leur précisais que je n'étais pas agent immobilier et que l'idée c'était de partager un projet en plus de être les uns à côté des autres dans un espace, donc d'avoir un projet commun, de mutualiser, d'avoir un impact sur le territoire. Au bout de 3 mois, on a 40 personnes qui voulaient faire partie de cette aventure. On a donc fondé l'association. J'ai été le président de cet asso parce que j'étais le seul à connaître tout le monde vu que j'aurais fait visiter. D'ailleurs, je ne les connaissais pas. C'était vraiment des gens de Saint-Denis à 80-90% au début de cette aventure. Et on n'avait pas d'identité. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des artistes, qu'on soit aujourd'hui considéré comme un lieu de culture, de création et de diffusion, c'était pas donné. Moi, j'ai toujours dit que si ça avait été des banquiers ou qu'on avait voulu faire une salle de muscu, si le territoire avait révélé ses besoins, on serait devenu autre chose. Et du coup, au bout de 3 mois
d'installation. Donc on a fondé l'asso, on signe un bail, on rentre dans les locaux. Et là, il y a une identité qui commence à se révéler. Quand on se rencontre qu'il y a une majorité de gens qui sont dans les métiers de la culture et des associations qui travaillent avec le public du territoire. Et donc là, on va dire, on a une identité du 6B, lieu de création et de diffusion, qui se révèle, qui fait du bruit, et du coup, on a plein d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, étant donné que moi, depuis le départ, j'avais négocié avec Alstom que si on prenait plus d'espace dans le bâtiment, ça nous coûterait moins cher. D'accord. Donc on avait un intérêt à grossir pour optimiser le modèle économique, et pour aussi être plus fort. On est toujours plus fort, plus nombreux, on a plus de capacité financière. Donc c'est pas un projet qui a été étudié, c'est un projet qui était nécessaire, qui s'est mis en place parce que des personnes avaient besoin d'espace de travail, et qui petit à petit s'est affiné dans son identité pour du coup attirer des gens de toute la région. Et au bout de 2 ans, on avait rempli le bâtiment. Au bout de 2 ans, Alstom revend le bâtiment au groupe Brémond. 2 ans après, le groupe Brémond commence à démolir des hangars dans lesquels on s'est bien amusé pendant les premières années, et commence à construire des bâtiments de logement. Donc on est, on va dire, acteur d'une transformation urbaine. On fait attention à ne pas être des gentrifieurs, les artistes qui viendraient gentrifier l'approche banlieue. On essaie de faire du développement soutenable du territoire, notamment avec la fabrique à rêves qu'on a mis en place dès le 2e été, qui est un moment où on sort de nos murs pour nous révéler au territoire et pour faire profiter de ce joli projet qui s'invente au fur et à mesure aux gens du territoire. On avait peur, on va dire, on a été toujours très attentif à pas être vu comme un îlot d'artistes au milieu d'un territoire populaire, mais pour vraiment être des gens qui habitent un territoire, qui se réunissent, qui mutualisent et qui se donnent les moyens d'être forts et de répondre à leurs besoins. Et la traction que ça a généré quand tu as lancé l'idée, tu t'y attendais, tu pressentais déjà qu'il y avait un besoin dans le territoire, ou finalement ça t'a presque dépassé par rapport aux aspirations de démarrage? Alors je savais qu'il y avait beaucoup de besoins, je connaissais plein de gens dans le nord de Paris qui cherchaient des espaces de travail. Moi, j'étais déjà dans tous ces mouvements collectifs, coopératifs, pas vraiment de squat, mais presque. J'ai beaucoup travaillé auparavant déjà sur ces questions de faire et de vivre ensemble. Et du coup, je m'attendais à ce que ça prenne. Je n'y tenais pas. Donc ça, c'est vraiment important. Tous les premiers résidents, on appelle ça les résidents, les 200 structures qui sont aujourd'hui dans le bâtiment, on pensait être là qu'1 an. On a toujours été sur un projet temporaire. On espérait que ça continue, mais on n'en était pas sûr. On n'avait pas une volonté absolue que le projet fonctionne. On avait juste un besoin au quotidien d'être ensemble. Et je crois que c'est ça qui a fait la force du projet. C'est pas une projection dans l'absolu, mais c'est un besoin du quotidien dans lequel tu t'exprimes et tu t'ajustes pour pouvoir survivre. Mais c'est intéressant parce qu'en fait ce que tu dis, c'est que pour créer une dynamique collective qui prend, il ne faut pas forcément avoir une intention préétablie qui fait que les gens finalement suivent ou ne suivent pas, mais il faut sentir au quotidien les choses se créer un peu comme un organisme vivant et co-construire en permanence. Exactement, c'est une façon de réajuster le projet au fur et à mesure. C'est une façon d'impliquer chaque résident. C'était toujours ça le sujet. Moi, je ne suis pas sachant plus que Mathilde ou quelqu'un d'autre. C'est un projet qui est porté par la société civile, par les citoyens et par les usagers. Et si quelqu'un décide pour les autres, du coup, les autres se désengagent et se déresponsabilisent. Donc la gouvernance horizontale était nécessaire pour que chacun s'investisse. Rappelons que, vous l'avez compris, il n'y avait pas de salariés. On était juste des gens à se réunir. On faisait un conseil d'administration hebdomadaire pendant plus de 4 heures toutes les semaines pour décider, pour faire. Au bout d'1 an et demi, on a pu prendre un premier salarié pour l'administration. Et donc c'était vraiment cette idée d'impliquer chacun et de ne pas décider ce qui permettrait aux usagers d'être passifs. On a toujours souhaité que les usagers soient au plus actifs. Et pour qu'ils soient actifs, on est effectivement dans cette dynamique incrémentale de réinventation au fur et à mesure, de réajustement du projet et de mutation. C'est-à-dire que le projet à N+1, c'est pas du tout le même projet qu'à N+5 et qu'à N+10, étant donné que les résidents changent, que le territoire évolue. Donc on a toujours aimé cette idée d'être un projet mutant
qui allait changer. Hein, on a toujours dit aussi qu'on n'allait pas s'accrocher au radiateur parce qu'ils vont nous virer. Je dis ça parce qu'au début, on nous considérait un peu comme un squat. Hein. On est un peu issus, on va dire, dans le monde des idées, des squats d'artistes. Hein, depuis une quarantaine d'années, les artistes qui se réunissent parce qu'ils n'ont pas d'espace de travail. Et donc, on est perçus comme ça. Mais on n'est pas dans cette revendication de s'accrocher, on est dans cette revendication de la vitalité et de l'évolutivité, de l'adaptation au territoire pour avoir un projet juste et ancré dans son territoire. Donc ce démarrage, c'était il y a 11 ans. Et Mathilde, tu es arrivée il y a combien de temps ? Moi, je suis arrivée il y a 6 ans. Donc, j'ai pas connu ce démarrage. Mais ce que dit Julien est très important. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a donné aussi envie de venir ici. C'est-à-dire que c'était pas... moi, je le considérais pas comme un squat, justement, d'artiste, chose qui peut être considérée comme ça, parce que Julien avait fait... Enfin, moi, on m'avait raconté... Julien avait fait ces démarches-là d'être en partenariat avec les responsables d'ici, les collectivités, etc., les promoteurs, les entreprises, le promoteur. Ouais. Le promoteur n'était jamais le méchant. C'est ça. C'est un partenaire. Ouais. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intelligent de faire ça comme ça. Et je me suis dit, moi, j'ai envie d'y aller, ça m'intéresse. Et quand on a proposé notre candidature, parce qu'ici, les places sont chères, même si elles sont pas chères au mètre carré, il y a une liste d'attente. Et quand j'ai rencontré le CA pour venir ici, donc en 2015, 16, on m'a expliqué tout ça. Ce que Julien explique aujourd'hui, le fait de s'investir. Moi, j'étais une compagnie de théâtre, il n'y avait pas beaucoup d'art vivant, ça les intéressait. Qu'est-ce qu'on avait à offrir, en fait, à la structure ? Et je me suis complètement retrouvée dans cette proposition. Et le fait de louer, le fait d'entretenir, le fait d'être présent, que ce soit des décisions collectives. Alors après, on n'en prend pas tout de suite la hauteur, surtout... au départ, on vient, on a notre atelier, on travaille, on repart. Il y a des échanges qui se font avec les autres professionnels. Alors parfois ceux du même bord, mais parfois pas. Et c'est intéressant parce que les manières de travailler sont différentes. Et donc on va les shipper des manières de faire. Mais depuis que je suis au CA depuis 2 ans, et donc on a décidé cette coprésidence, donc une présidence collégiale entre tous les membres du CA, forcément, je m'investis encore plus. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir s'investir et je trouve que c'est important que tous les résidents puissent plus ou moins s'investir selon leurs possibilités et selon leur envie, effectivement, mais il n'empêche que pour moi, c'est l'ADN du 6B. Et c'est ce qui fait peut-être sa différence avec d'autres tiers-lieux, j'en sais rien. Ça t'a amené une dynamique hyper positive. Et puis il y a le côté, tu disais, réseau, entraide, partage de bonnes pratiques. Est-ce que dans ton activité professionnelle en tant que metteuse en scène, vis-à-vis du développement de l'activité en elle-même, est-ce que tu as mesuré l'impact, soit sur l'aspect de gestion économique de ta structure? Est-ce que ça t'a amené des opportunités commerciales? Alors, ce que ça m'a amené, c'est vraiment des partenariats avec soit d'autres associations des arts vivants, soit même d'autres professionnels de la culture et artistique. Donc plutôt des opportunités de travailler autrement, d'aller voir autre chose, d'aller proposer des mises en scène ou en tout cas des espaces dans la ville, chose que je faisais pas du tout avant. Après, ici, moi quand je suis arrivée il y a 5 ans, 6 ans, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup d'art vivant, il y a beaucoup de musique, mais danse, théâtre, c'était pas... Ça reste encore une minorité. Donc il n'y a pas d'espace dédié aux arts vivants et à la danse et au théâtre. Donc moi, comme je suis de l'autre côté de la rive de la Seine, je suis îlot-dionysienne, mon partenariat, je l'ai plutôt créé avec l'île Saint-Denis, tout ce qui concerne mes mises en scène dans les théâtres, etc., étant donné qu'ils ont un très beau théâtre. Donc mon partenariat par rapport à mes mises en scène et mes créations se font plutôt avec l'île Saint-Denis. Mais ici, j'y trouve une inspiration. Peut-être aussi, il y a une plage. Donc, comment je peux faire autrement?
comment je peux proposer d'autres choses. Il y a plein d'espaces partout qui sont collectifs. Comment je peux me les approprier pour des performances, pour des mises en scène, etc. Donc en fait, ça donne à réfléchir autrement, avec une autre ouverture sur la manière de faire. Ouais, 2-3 petites choses, ça me donne envie de rebondir. Parce que le premier espace commun, c'était une salle de danse. Ouais. Ah oui. Tu vois, et en fait, c'était une dynamique de résidents. Je me souviens de Christian Bourrigaud, Comble l'Alambic, qui a duré quelques années, qui ensuite s'est estompé, qui a laissé la place à autre chose. Et donc, les espaces eux-mêmes vont muter au fur et à mesure des besoins des résidents, de l'énergie ou de la non-énergie. Et donc, il y a comme ça des cycles. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. La deuxième, c'est que le commun, les espaces communs et la mutualisation est au service du particulier et de l'intérêt privé. Hein, on est quand même un lieu où chaque résident va avoir vraiment sa petite cellule, son atelier. Il va d'abord devoir être bien dans son atelier avant de faire du commun. Le commun n'a jamais été obligatoire, il est souhaitable, il est inscrit, on met en place des stratégies pour que chacun s'investisse. Il est favorisé, mais il vient que une fois que les personnes sont bien dans leur activité. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que on a toujours aussi souhaité la multidisciplinarité. Hein, on s'est très vite rendu compte qu'une communauté humaine, vivante, a tendance à s'homogénéiser. Hein, quand on commençait à avoir plein d'artistes plasticiens, et donc il y a plein d'artistes plasticiens qui voulaient rejoindre la communauté d'artistes plasticiens, et c'est vraiment dans nos préceptes de base de dire on préfère choisir quelqu'un qui fait autre chose plutôt que quelqu'un qui fait la même chose que les autres résidents, pour comme ça créer de la diversité, des échanges et voilà, un astrophysicien qui vient travailler avec un metteur en scène et avec un auteur, enfin ça va créer des opportunités de développement économique et on va dire de création de richesse sur le territoire. Alors justement, le développement économique, tu disais, le but n'est pas d'être entre soi, art et culture, mais c'est quand même dans l'ADN et une dimension importante au 6B. Quels sont les liens qui se sont noués avec les entreprises qui sont complètement en dehors du secteur de l'art et de la culture? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce que dans les perspectives de développement du 6B, ça fait partie dans l'esprit de la SIC qui a été constitué des axes de développement? On a toujours été multipartenarial. Il faut comprendre qu'on est d'abord un projet fait de résidents et que ces résidents sont des acteurs du territoire. On n'est pas un projet qui viendrait d'ailleurs. On est des gens qui travaillent sur le territoire et qui nous sommes réunis. Il y a des entreprises, il y a des astos, il y a des individuels. Et donc, on est tous ces gens-là. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que Mathilde a soulevée, qui est assez, on va dire, spécifique ici, c'est qu'on est très lié à la fabrique urbaine. On est arrivé dans une ville en transition, on est encore dans une ville en transition, dans un quartier qui allait profondément changer. Et donc la question des espaces urbains, de la place des habitants d'avant, d'aujourd'hui et d'après, c'est toujours vraiment posé pour nous. Et on est en lien donc avec que ce soit une entreprise ou un habitant ou une association ou un service de la collectivité dans cette transformation, dans cette dynamique partenariale, dans cette fabrique du bien commun, pour être mieux dans notre ville. Donc ça, c'est assez particulier au 6B. Ça a été d'ailleurs beaucoup raconté par les promoteurs et les aménageurs à l'époque où il y avait cette dynamique de réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer la métropole. On s'est retrouvés, comme d'autres acteurs, impliqués dans des grands projets urbains dans lesquels on considère qu'il ne faut plus parachuter des projets du ciel, mais qu'il faut travailler avec des acteurs qui vont, on va dire, labourer le terrain, qui vont arroser pour que la vitalité, l'énergie citoyenne se formalise dans un projet. Et dans les prochaines années, il y a je ne sais pas s'il a démarré, mais en tout cas, il y a un projet de rénovation également du bâtiment. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, ou Mathilde également, parce que tu es au conseil d'administration?
Ouais, mais Julien, il est architecte, je pense qu'il connaît bien. Moi, non, je voulais juste rebondir sur le fait que depuis qu'il y a le nouveau quartier à côté, ça fait pas très longtemps, hein, ça doit faire 5 ans qu'il a 5-6... Ouais. Moi, quand je suis arrivée, il n'était pas encore sorti de terre, donc ça fait vraiment, il est assez récent. Tout de suite, les habitants ont pris part et ont pris possession aussi des espaces qu'on leur proposait. Enfin, la relation, elle s'est créée très vite pour que justement... qu'on soit pas un îlot d'artistes. Déjà, il n'y a pas que des artistes. Donc ça, il faut le dire aussi parce que les gens se disent ouais, non mais 6B, il n'y a que des artistes. Non, il y a des entreprises, il y a des acteurs sociaux, il y a une école qui apprend le français à des étrangers. Enfin, c'est très très hétéroclite. Donc déjà, moi ça, même si Julien l'a déjà soulevé, j'y tiens. Et les habitants sont hyper impliqués. D'ailleurs, c'est grâce à eux, par exemple, qu'on a restauré, en partie grâce à eux, hein, qu'on a restauré le restaurant actuel qui est au rez-de-chaussée. Parce que eux, ça leur tenait hyper à cœur aussi d'avoir un restaurant le midi et d'y prendre part. Et voilà, donc c'est d'autant plus vrai. Et par rapport au 6B, ouais, je pense que Julien est plus capable de te répondre. Non, mais effectivement, sur le restaurant, on a fait un appel à dons. Et c'est les copros des habitants des 2 copros voisines qui nous ont fait les plus grandes participations financières pour la rénovation du restaurant. C'est vrai qu'on invente, on crée par nécessité, comme j'ai essayé de l'expliquer, et au bout d'un moment, tout le monde a envie que ça reste. Les premières années, on disait que le projet du 6B allait pouvoir bouger, parce qu'on se rendait compte qu'il y avait ce renouvellement urbain, et on se disait que notre projet, la communauté, allait certainement bouger dans d'autres friches du territoire. Il s'avère qu'un projet est bien souvent intégré, identifié et attaché à un territoire. Donc ça, on l'a accepté. Et c'est pour ça que depuis maintenant 5 ans, on mène des études, on a fait travailler des fiscalistes, des avocats, enfin toute une série de métiers, dont des architectes, des maîtres d'œuvre, etc., pour envisager la pérennisation du modèle en restant un projet évolutif. Et donc pour ce faire, on a monté une société coopérative d'intérêt collectif qui permet aux collectivités de rentrer dans la gouvernance, qui permet à chacun des usagers d'entrer, à des partenaires qui soient financiers ou philosophiques, on va dire, de venir créer communauté et d'acheter le bâtiment et de le rénover. Donc ça fait là 3 ans qu'on est en négociation avec Quartus, qui est l'actuel propriétaire, le groupe Raymond qui a laissé sa place à Quartus. Et pour acheter le bâtiment et le rénover, on a le montage financier, on a travaillé avec la Caisse des dépôts, avec les collectivités, avec des entreprises, pour donc devenir autonome. Vous l'avez compris, c'est aussi dans nos gènes depuis le départ, c'est l'autonomie. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être sous le joug de quelques décisions extérieures qui soient, mais on a besoin d'être aux rênes du bateau, d'être nous les acteurs et de nous responsabiliser. Et donc l'étape à venir, c'est d'être propriétaire et de mener des travaux. Comme on a une économie qui est fragile, entre guillemets, on va mener une première campagne de travaux pour sécuriser le bâtiment, pour en faire un vrai établissement recevant du public sur les premiers étages. Et on envisage une deuxième phase de travaux à 5 ans pour faire un rooftop avec de la permaculture et pour arriver vraiment à en faire une sorte de boîte à outils à l'échelle régionale pour les métiers de la création et tous les métiers qui sont présents ici au 6B. Alors on a compris qu'il y avait des discussions, des négociations en cours, donc tu peux peut-être pas nous donner des montants précis, mais en fourchette, en ordre de grandeur, l'acquisition d'un bâtiment comme celui-ci, sa rénovation, on est à peu près sur quel niveau d'investissement ? Alors c'est un bâtiment qui fait 7000 m², qui est en très mauvais état. Donc l'achat, on va dire, d'un bâtiment comme ça, c'est entre 1 et 3 millions d'euros. Et les travaux, c'est 8 millions d'euros pour tout bien refaire, comme je le disais, en isolant de manière performante, en refaisant le système de chauffage, en faisant un rooftop, en permettant au public d'aller à tous les étages. Ça, c'est 8 millions d'euros. Par contre, pour la première phase de travaux, c'est-à-dire remettre en place des ascenseurs, avoir une installation aux normes, c'est un budget entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Donc là, on va mener des premières dépenses à hauteur de 3-4 millions d'euros pour
conforter le modèle et ensuite envisager d'autres phases de travaux. J'imagine que tous ces investissements sont aussi des retombées économiques pour le territoire. Le but, ce sera sans doute de faire intervenir des artisans, des entreprises de la région. Bien sûr, on est, vous l'avez compris, dans ce que maintenant on appelle l'économie sociale et solidaire, dans le circulaire, dans le local, dans maintenant les tiers-lieux. Et c'est marrant parce que c'est des terminologies qui ont apparu ces 5-10 dernières années. Au début, on n'avait pas vraiment de mots sur ce qu'on était. On n'a toujours pas vraiment... On a eu du mal, ouais. Et en fait, il y a plein de mots comme ça qui... on va dire dans la transformation de la société contemporaine, la prise de conscience, et notamment des mouvements citoyens. Aujourd'hui, on commence à pouvoir mettre des mots sur ce qu'on faisait de manière intuitive. Oui, c'est ça. Et alors pour terminer notre échange, est-ce que vous pouvez tous les deux nous partager un petit peu votre perception de l'évolution du territoire dans lequel est ancré le 6B? Est-ce qu'il y a une tendance forte que vous voyez émerger, des aspirations, des envies, des ambitions là, pour les mois, les années qui viennent? Il se passe beaucoup de choses. Le territoire accueille quand même dans 3 ans les Jeux Olympiques, donc ça va changer énormément le territoire. Les habitants, ils ont du mal à s'en emparer. Ouais. Très clairement, enfin moi pour avoir été discuter avec pas mal les habitants sur un projet comme ça, c'est très difficile pour eux. Et puis donc pour moi l'enjeu c'est ça, c'est que c'est néanmoins une chance. Après oui, il y a des inconvénients, mais il faut saisir les chances de changer l'image que peut avoir Saint-Denis et la Seine-Saint-Denis en règle générale. Enfin moi avant ouais, je trouve que la Seine-Saint-Denis pâtit d'une image qui est pas réelle parce qu'il y a quelque chose de très partagé. Enfin, le 6B, il est comme ça, c'est pas non plus pour rien. Soit c'est Julien qui l'a porté et je pense que ça ressemble à Julien, mais c'est aussi à tout un territoire où les gens se mêlent, où les cultures se mêlent et je pense que ça va, enfin j'espère que ça va continuer, mais que les gens vont s'en emparer. Sans le renier en fait, parce que parfois ils le renient et ils ne l'acceptent pas parce que c'est sale dans la rue et que c'est vrai que c'est pénible, mais ils voient souvent le côté négatif au côté positif, et je pense que le 6B apporte une image un peu plus positive et où on prend un peu notre destin en main et on veut le faire avec les autres. Donc je pense que ça va continuer vers là, et en plus Saint-Denis se propose pour être capitale de la culture européenne en 2028. Oui. Donc peut-être on verra. Mais donc ça va apporter beaucoup de choses. Et le but, c'est pas que ce soit Paris qui soit capitale européenne, mais bien la Seine-Saint-Denis et Saint-Denis avec sa banlieue, et qu'est-ce que ça représente d'être la banlieue parisienne de Paris. Je pense qu'on va aller dans ce sens-là et on va continuer dans ce sens-là. Oui, effectivement, Seine-Saint-Denis, Saint-Denis, un territoire pauvre, un territoire multiple, multicoloré, un territoire de nécessité et donc un territoire d'innovation. Voilà, moi je considère que l'innovation, elle naît par la nécessité. Ouais. Et qu'on a besoin, et donc on se met en œuvre, on invente, et cette périphérie qui est inventive, qui est vitale, qui porte une énergie, elle va renourrir le centre. Voilà ce qu'on considère. Et on est mieux ici, nous, qu'au centre. Voilà. On aime cette diversité, on aime ces rencontres, on aime ces surprises au quotidien. Et ça, c'est une vitalité nécessaire pour la ville contemporaine. Le Paris sous cloche mourra s'il n'est pas alimenté par la vie de sa périphérie. Donc pour nous, c'est ça. Je crois que la Seine-Saint-Denis est en train de jouer ses cartes. La société est en train de le comprendre. C'est pour ça qu'on a les JO qui arrivent, on a le Grand Paris Express, une des plus grandes gares de la région qui va arriver avec tout un quartier. On a la capitale culturelle, enfin on a un grand nombre de manifestations qui vont avoir lieu ici et qui vont participer, on l'espère, à la valorisation de l'énergie présente sur ce territoire. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Merci à vous. Et bonne continuation pour ce beau projet. Merci. On est là, on tient bien. Ouais. Merci.
Bertrand Révol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes maire adjoint à Saint-Denis, avec une fonction assez transverse. Donc, je vais peut-être vous laisser décrire d'abord quelles sont les différentes facettes de votre fonction à la mairie. Oui, alors, en effet, j'ai une délégation très transversale, très originale. Je suis, le titre même, je suis donc maire adjoint au tourisme, donc l'attractivité de la ville, à l'ESS, à l'artisanat, par artisanat c'est plus les PME du territoire, et au métier de l'art. Métier de l'art, c'est aussi bien les artistes que les artisans d'art qui sont très, très nombreux sur le territoire. Alors ça tombe bien parce que cet après-midi on aura une table ronde justement en transversalité entre ces différents univers. Et le territoire, on sait qu'il est très riche, très dense en termes d'implantation, que ce soit culturelle ou également dans l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cet écosystème local ? Alors, donc moi je suis maire adjoint de la ville. L'ESS est une compétence en même temps de l'EPT, l'établissement public territorial pleine commune qui rassemble 9 communes. Donc on va sûrement parler des deux en même temps. Là, on est sur un axe tout à fait original, le long du canal de Saint-Denis, qui est créé au XIXe siècle, qui avait une tradition industrielle très importante. Or, dans ces lieux industriels petit à petit délaissés avec la désindustrialisation, ces lieux ont souvent été sont occupés sous forme de tiers-lieux qui concentrent beaucoup d'artistes, d'artisans et de structures de l'ESS. Sur une longueur très courte, d'ici on est à la jonction de la Seine jusqu'à la porte de Paris, ça fait moins de 2 km, et en 4 lieux essentiels, c'est-à-dire ici où on est, au 6B, en face, la Briche. Un peu plus loin, il y a les bateaux lavoirs qui appartiennent à la ville de Paris, et en face, l'orfèvrerie qui sont les anciennes usines Christophe. En tout, il y a une concentration très importante pour l'Île-de-France, sinon la première, de 700 artisans, artistes, etc., avec des soucis de SS très importants, et avec des projets d'installation de nouvelles structures. Je pense par exemple, juste en face, je travaille, c'est aussi le but d'un élu, de jouer les intermédiaires entre des structures de l'ESS qui sont très demandeuses de bâtiments dans la petite couronne parisienne, et des propriétaires privés qui auraient des bâtiments qui, de façon temporaire, en tout cas avant d'autres projets immobiliers, sont inoccupés, jouer les intermédiaires. Et pour reprendre cet exemple, là il y aurait un projet avec une association d'insertion de faire une recyclerie spécialisée sur l'électroménager et les photocopieurs dans les entreprises. Et justement, les bâtiments tiers-lieux dans le territoire, est-ce qu'on sait à peu près combien ils sont ? Alors là, je vais parler que dans tout le territoire. On en parlera peut-être plus tard, mais en tout cas là, rien qu'une concentration sur 2 km, donc 4 lieux très importants. Ici, le 6B, c'était un ancien centre administratif de Alstom. Ouais. En face, c'était il y avait toute une concentration d'usines, mais notamment, on voit une grande tour qui dépasse. C'était une casse de fonte pour casser à la fin des locomotives à vapeur en fonte. Il fallait les casser, et donc il y avait un énorme marteau-pilon. Voilà. Donc 4 lieux, on va dire, emblématiques. Et après, un certain nombre de sites, évidemment. Voilà. Et sur la ville, par exemple, il y a un autre lieu au nord qui est une ferme urbaine très importante qui s'appelle Zone Sensible, qui est un autre tiers-lieu. Il y en a dans la partie sud de la ville, un peu moins important. La partie sud, c'est à côté du Stade de France. Où là on trouve aussi des tiers-lieux, mais il y a une vivacité, c'est vrai, dans notre ville très très importante, et d'ailleurs qui compte beaucoup pour nous. Hier, il y avait une manifestation tout autre, il y avait le lancement très important pour nous, et là j'intervenais comme adjoint au tourisme, le lancement du premier guide touristique, le Routard. Et pour le Routard, à part les grands lieux, la basilique, le Stade de France, etc., ce qui compte beaucoup comme attractivité pour eux, d'un point de vue touristique du territoire, c'est cette concentration de tiers-lieux. D'accord. Donc c'est vraiment un trait caractéristique. Et est-ce que grâce à ce maillage de tiers-lieux, ça facilite les collaborations entre le monde de l'ESS, de l'artisanat, de la culture, et les entreprises plus traditionnelles ?
Alors oui, en partie. Bien sûr, mais ces collaborations entre PME, on va dire classiques, traditionnelles, et les structures de ESS, quel que soit leur statut juridique, je dirais, n'est pas spontané, n'est pas. Voilà. Et c'est là où les collectivités, les élus, les politiques pouvons intervenir pour créer des connexions qui d'elles-mêmes ne viendraient pas automatiquement. Il y a plein de leviers pour ça. Je parlais de jouer les intermédiaires entre, là pas une entreprise, mais entre des propriétaires fonciers et des projets de SS. Il y a l'idée que dans des marchés, on puisse faire se croiser ce type d'entreprise, où il y a une partie de ces marchés par système d'allotissement qui reviennent plus par des clauses spéciales ou des critères aux structures de l'ESS et de l'insertion, et des parties plus grosses en général qui elles reviennent à des entreprises classiques. Mais c'est une façon déjà de les faire travailler ensemble. Et le fait que de plus en plus d'entreprises s'engagent dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, est-ce que ça facilite cet effort justement de connexion ? Très clair. Une demande plus forte en fait des entreprises ? Exactement, très clairement, parce que il revient aussi aux collectivités, donc dans leur commande publique, de faire en sorte que, alors c'est pas possible pour tous les marchés, mais sur le maximum de marchés, quels qu'ils soient, il y ait des clauses et des critères donc de l'ESS et de l'insertion de plus en plus importante. Donc là, oui. Donc par la commande publique, déjà, ça s'inscrit naturellement. Exactement. Et le 6B fait partie du réseau Pocommon. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, Pocommon, c'est encore autre chose, mais là aussi, la collectivité a joué un très très grand rôle. Il y a eu une étude de faisabilité lancée par un réseau spécialisé dans la culture qui s'appelle Opal, et très soutenu par Pleine Commune, donc l'établissement territorial, pour mettre en relation 4 lieux sur le territoire. Alors là, quand je dis territoire, c'est le territoire de Pleine Commune, c'est-à-dire qui rassemble 9 communes. De là, entre échanges, réunions, etc., sont apparus 4 lieux emblématiques ou plus importants, enfin en tout cas qui avaient une volonté de coopération entre elles. C'est le 6B ici, à Saint-Denis, c'est sur la commune d'Aubervilliers, 2 lieux. Poussière et un autre lieu qui s'appelle Villa Médicis, et un lieu très important à Saint-Ouen qui s'appelle Main-d'œuvre. De là, il y a eu la volonté a été créée une SIC. D'accord. Donc à laquelle sont adhérents tous ces tiers-lieux, une SIC foncière, dont le but très très particulier, qui s'appelle la main, dont l'objet essentiel, il y en a 2, mais l'objet essentiel, c'est de créer cette coopération entre les 4 tiers-lieux dont je viens de parler, vraiment dans un but de conseil, de les accompagner sur les logiques foncières et immobilières. Très bien, oui. Et par ailleurs, de les accompagner littéralement dans cette mise en réseau, de les accompagner sous la forme juridique, de conseil et autres. Et sur les prochains mois, là, pour vous, l'enjeu dans le territoire principal, soit de manière, je dirais, globale, soit vu de votre fenêtre par rapport à votre mandat, quel est l'enjeu numéro 1 ? Alors, l'enjeu, justement, et là je vais le mettre dans une autre perspective encore, la ville de Saint-Denis et le territoire, également le département de Seine-Saint-Denis, postule pour être capitale européenne de la culture en 2028. Et dans ce cadre-là, nous développons, nous valorisons absolument cette concentration artistique et artisanale très très importante, et également tout ce qui est du ressort de l'ESS. Et là vraiment, là aussi, de ce point de vue-là, il y a des experts européens de la culture qui sont venus, c'est pour eux la pépite première de notre territoire, c'est cette concentration et cette originalité de ces lieux et de ces croisements d'activités. Et cette valorisation, donc j'imagine que ça va être retranscrit dans un dossier de candidature, mais pour le grand public, est-ce que ça va être valorisé d'une certaine manière par soit des événements, soit par un site internet ou une marque un peu locale qui symbolise cette pépite ? Oui, bien sûr. Alors déjà, il y a une association de préfiguration qui porte la candidature, qui s'appelle Périphérie, qui
L'autre dimension très importante, c'est les caractéristiques multiculturelles et la démographie particulière de notre territoire. Et dans cette valorisation, il y a une ouverture de tous ces lieux, de ces tiers-lieux au public. Hein. Alors là, c'est même très très important. Et il y a, oui, toute une communication et une multiplicité d'événements qui vont aller croissant. Aussi, bien avant ça, en 2024, il y a les JO et les JOP, dont une grande partie se passe évidemment à Saint-Denis sur le territoire. Hein. Il y aura le village des athlètes juste à côté. Et dans ce cadre-là, il va y avoir déjà beaucoup de manifestations culturelles où les tiers-lieux seront en première ligne et toutes ces activités. Très bien, merci beaucoup Bertrand. C'est moi qui vous remercie. Stéphane Martinez, bonjour. Bonjour. Alors Stéphane, tu es le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Moulineau et qui est une entreprise qui s'est spécialisée dans le retraitement des déchets alimentaires. Donc on est en plein cœur de l'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ces déchets sont collectés, comment ils sont transformés, quel est l'usage derrière ? Ces déchets, ils sont collectés par des camions qui fonctionnent au gaz. Ils sont massifiés, ils sont préparés, on enlève les inertes à l'intérieur, ensuite on amène cette matière première secondaire à en faire du compost, on mélange ce reste alimentaire avec du déchet vert, on fait du compost, et d'un autre côté on a un partenariat avec des agriculteurs méthaniseurs, où on leur livre cette soupe organique qui rentre dans leur méthaniseur, qui en font du gaz et qui gère le retour au sol de ce qu'on appelle le digestat. Une fois que la phase méthanogène est partie, c'est un amendement azoté que les agriculteurs gèrent. Voilà comment on travaille. Et ça représente quel volume aujourd'hui au quotidien ou plutôt en volume mensuel ? Alors aujourd'hui, sur une reprise après 2 années de Covid, on commence à prendre un rythme et là sur 2022, on risque d'être sur un rythme entre 18 000 et 20 000 tonnes. Et la jeunesse du projet, c'était à quelle année et quel a été le déclic qui t'a amené à lancer cette activité ? Le déclic qui m'a amené à lancer cette activité, c'était du bon sens dans la profession. Moi, ça faisait 3 générations qu'on était restaurateurs dans notre famille. On a commencé nos activités, nous, en 96 avec un bistrot à Montparnasse. On a ensuite acheté un établissement dans le 2e arrondissement. Et c'est là, en 2006, où je me suis rendu compte que mes restes alimentaires partaient dans la poubelle et qu'ils étaient incinérés. Dans l'histoire de la restauration, ma grand-mère avait, elle, des seaux à cochons. C'est plus sûr aller dans les seaux à cochons et partir en nourriture animale. Le marc de café était récupéré par certains jardiniers. C'était un amendement carboné. Le pain, quand il finissait pas en pain perdu, il finissait chez les éleveurs de chevaux à Maison-Lafitte ou chez certains volaillers vers Montreuil. C'est ce que me disait ma grand-mère. Donc moi, quand je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien mis en place, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec cette matière première secondaire. Voilà, le déclic a été là. Et on était en quelle année ? On était en 2006. 2006, aujourd'hui 2022, 95 salariés, c'est ça ? Aujourd'hui, quasiment 55 000 tonnes de restes alimentaires valorisés, 95 salariés sur Paris, l'Île-de-France, 1800 clients, les plus prestigieux comme l'Élysée, comme beaucoup de grands noms de la restauration parisienne. Ouais. On a des hôpitaux de Paris qui ont gagné un appel d'offres. On accompagne aussi les territoires, justement, maintenant. On amène notre service aussi sur de la collecte et sur du traitement. Voilà à peu près ce que c'est aujourd'hui Moulineau. Et surtout, très important, puisque ça fait partie de nos valeurs, le côté formation, insertion, sensibilisation qu'on a acté fort depuis 2019. Et à 5 ans, 6 ans, la perspective de développement de l'entreprise, parce qu'on est en plein vraiment dans les sujets qui montent en puissance, c'est combien de salariés par exemple ? Alors on a pris la décision de grandir au niveau national pendant le Covid. Pendant le Covid, Moulineau avait depuis 2014 100% de croissance annuelle et on s'est retrouvé à 8% d'activité pendant le Covid. Et je me suis dit, on ne va pas attendre la reprise. On a un vrai savoir-faire dans l'accompagnement des professionnels de la restauration, quels qu'ils soient, pour capter ces gisements-là. On forme tout le monde, bien entendu. On a un réel impact sur la formation et on arrive à réintégrer des personnes éloignées de l'emploi et les former lors de leur nouveau métier. Je me suis dit, en France, on est à même pas 6% de valorisation de cette matière-là. L'obligation de tri pour tout le monde est en 2024. De cette méthodologie d'accompagner la restauration, on s'est rendu compte aussi qu'on pouvait apporter des solutions au territoire.
Parce que les territoires ont les compétences, les services, des fois, ne savent pas ce qu'il faut faire. C'est un nouveau métier, une nouvelle filière. Et je me suis dit, peut-être qu'on peut essayer de trouver un partenariat, pas des partenariats, mais se dire, nous, on va rentrer sur un territoire avec toute une masse de clientèle privée qui ne demande qu'à se développer au niveau national, et on peut amener notre soutien au territoire sur de la formation, de l'insertion, et répondre aussi aux appels d'offres que vont lancer les territoires demain. Et tu parlais de formation, comment c'est géré la formation des équipes? Alors la formation, on a une formation pour les chauffeurs collecteurs de 275 heures, titrantes, validée au RNCP si je ne me trompe. Cette formation-là, en sortie, les acteurs connaissent toute la technicité de ce nouveau métier, savent exactement ce qu'on fait avec cette matière première secondaire, puisque pendant le cadre de la formation, ils vont bien entendu chez les agriculteurs, ils vont chez les plateformes de compostage, ils rentrent dans les restaurants, non pas par la porte d'entrée, mais par la porte de derrière pour comprendre comment ça fonctionne. Donc ils sont aussi les premiers VRP de notre entreprise. C'est nos collaborateurs, et derrière ça, c'est eux qui sont aussi déterminants, puisqu'ils sont capables de voir si le professionnel a bien trié ou pas, et s'il a mal trié, puisqu'on est vraiment dans la matière première secondaire, il est capable de refuser un bac et d'expliquer au client pourquoi est-ce qu'il ne le prend pas. Plus important, il faut que les gars comprennent et soient capables de dire attention, si je ne vous le prends pas, c'est parce que quand ça vient chez nous, on massifie, le verre va rentrer et va casser les pompes, le plastique, il va souiller la soupe pour les agriculteurs, donc ce déchet-là, on le fait rentrer, mais on va le faire sortir. Et économiquement parlant, il va nous coûter de l'argent. Donc autant le bloquer à la source. Ça, c'est hyper important. On a aussi une formation de 275 heures au niveau des co-animateurs. Ça, c'est très important aussi, parce qu'on pense que c'est des nouveaux métiers. On doit accompagner les professionnels qui s'occupent, par exemple, les entreprises de tout ce qui est sortie de poubelle, les former, les sensibiliser à ce nouveau geste, former aussi les restaurateurs, former aussi les citoyens, parce qu'il va y avoir à l'avenir, on entend beaucoup parler d'un point d'apport volontaire. Un point d'apport volontaire, nous on pense qu'il doit être animé par un éco-animateur pendant 2 mois pour lancer la dynamique autour, puis les citoyens de proximité ou les commerçants qui vont apporter tout ça. Il faut, alors c'est un peu, il nous faut des camelots. À l'époque, c'est des vendeurs qui vous donnent envie d'acheter un économe que vous pouvez acheter partout, mais lui, il sait le faire. Je pense que demain, c'est un vrai métier d'être capable de faire prendre conscience à vous ou aux autres que ce reste alimentaire, voilà ce qu'on peut en faire quand vous le mettez dans cette petite poubelle. Donc c'est formation du personnel, mais c'est aussi pédagogie auprès du grand public. Très important. Et avec les contraintes réglementaires de 2024, cette filière, elle est susceptible de représenter quoi à horizon 2030, par exemple? Alors, nous, on pense, et c'est là où on s'est dit on va essayer de dupliquer notre modèle pour renforcer l'impact social qu'on est capable de créer, l'impact environnemental avec cette matière première secondaire. Notre objectif, là, pour 2025, c'est d'avoir à peu près 4 unités et s'inspirer sur le modèle qu'on a mis, nous, en Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire Moulineau. De dire, voilà, on sait collecter les professionnels, on sait aussi former les personnels de l'emploi avec un objectif qui a du sens, on est aussi capable, nous, de les reprendre en tant que salariés, mais aussi notre rôle est aussi de leur permettre le retour à l'emploi. Sur la formation d'éco-animateurs, si je ne me trompe pas, on en a formé 28. La formation de chauffeur-collecteur, on en a formé 88. Le taux de retour à l'emploi sur toutes nos actions de formation auprès du public nous permet d'avoir un retour à l'emploi de plus de 70%. Entre 2019 et 2021. Donc ça prouve bien que nous, l'objectif aussi sur notre croissance au niveau national, c'est de s'inspirer de modèles qu'on monte ici sur Plenco et de dire voilà, demain on arrive sur un nouveau territoire, voilà comment on va aller recruter des personnes pour faire la formation. On est avec, sur Paris, je peux le dire, je suis très fier, il y a Paris Fabrique. Alors je donne des prénoms. Olivier, qui est à Paris Fabrique depuis 2-3 ans, avec lequel on est vraiment en relation étroite et qui nous envoie des candidats, mais pas n'importe quoi, des candidats qui ont un petit peu cette fibre. Et on trouve que c'est vachement positif puisqu'il arrive à proposer de la formation à des personnes intéressées. C'est pas simple aujourd'hui, mais on y arrive, donc on est très fiers, je suis très fier de le citer. On travaille aussi sur l'insertion. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais on est aussi entreprise d'insertion. Et sur l'insertion, on a aujourd'hui 7 personnes en insertion. C'est des CDI de 6 mois renouvelables jusqu'à 24 mois. On recrute bien entendu avec le permis VL, c'est important pour nous. Et à l'intérieur, sur tout ce qui est compétences techniques, on a intégré des modules de chauffeurs-collecteurs. Ce qui permet à ces personnes-là
au bout de 2 ans, d'être déjà prête à l'emploi chez nous ou chez d'autres personnes. Et entre-temps, on les recrute avec un permis VL et on essaye en même temps de les pousser, de les accompagner sur le permis poids lourd. Ce qui fait qu'ils ont certains modules de chauffeur-collecteur dans le cadre de l'insertion. Et quand l'insertion est finie, paf, derrière ça, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on est capable de les recruter, ou aussi certaines collectivités territoriales qui collecteront les biodéchets pourront se dire, voilà, on a une personne, elle est prête, c'est un nouveau métier, c'est un métier qui a beaucoup de sens, et je m'en rends compte aujourd'hui de la part de tous nos partenaires et collaborateurs, puisque derrière ça, ils savent très bien que on en fait du gaz, on fait un retour au sol, ça donne des bons légumes, et c'est un emploi qui est plein de bon sens. En fait, l'entreprise Moulineau, dans son mode de développement, en allant au-delà de son territoire d'origine, participe aussi pas à la marque, mais en tout cas à l'image du territoire Plaine Commune et Saint-Denis, comme étant le laboratoire du développement durable, en quelque sorte. C'est ça, inspiré. C'est ça. Alors, bien entendu, on a des clients sur toute l'île de France, mais Moulineau, le siège est en Seine-Saint-Denis. Et on est là depuis 2019 et on est très fiers. Il y a plein de choses à faire ensemble et il y a plein de bonnes personnes. Génial. Merci beaucoup Stéphane. Merci à vous. À bientôt. Jeanne Assouli, bonjour. Bonjour. Donc Jeanne, tu es co-gérante de l'entreprise Joigny qui porte le dispositif qui s'appelle Fabrique Bagné. Alors c'est une entreprise familiale qui a été créée dans les années 70. Vous êtes troisième génération à faire perdurer l'activité, mais avec une nouvelle dimension. Il y a plein de nouveautés qui sont en cours de lancement, c'est ce dont on va parler. Il y a 3000 m², c'est ça, hein, de superficie? À peu près 3500 m² de bâti sur 6600 de terrain. Donc on a encore un petit peu d'espace vert. Et alors du coup, vous avez décidé de créer un concept de tiers-lieu, d'incubation, en tout cas un espace très polyvalent qui est en pleine ébullition en ce moment. Il y a combien d'acteurs sur site? Il y a en ce moment 8 acteurs sur le site, bientôt plus. Mais pour l'instant, effectivement, on a un gros traiteur qui s'appelle À Table, qui a été un des premiers de la nouvelle génération à arriver. On a également le Rider Social Club, les cyclopes qui font tous les deux de la cyclo-logistique. Donc un avec une dimension plus d'insertion que l'autre, donc ça c'est les cyclopes. On a également une brasserie, la brasserie urbaine d'Épinay. Et on a quelques initiatives très intéressantes qui sont donc autour aussi de la logistique douce et aussi autour de l'alimentation, puisqu'on a le comptoir dionysien qui s'occupe d'approvisionner des épiceries parisiennes et des restaurateurs en produits issus de l'agriculture paysanne. Et on a également les Canaliens qui, eux, font de la logistique fluviale. Et donc ils sont associés, donc le Rider Social Club est également partenaire, membre de cette SKIC, et pour essayer de proposer des produits qui sont acheminés uniquement donc par mode fluvial et ensuite à vélo. Donc il y a une certaine complémentarité entre les activités. Est-ce que ça fait partie des critères de sélection des acteurs qui peuvent venir à la Fabrique Bagné? Alors en fait ça s'est fait de manière... Oui, c'était quelque chose qu'on recherchait effectivement. On cherchait à créer un écosystème, mais les choses de la vie a fait que ça s'est fait un peu tout seul, puisque au départ... On pensait, avant ces histoires de Covid, etc., on pensait démarrer par la partie ouverte au public pour insuffler un esprit au lieu et ensuite attirer des entreprises qui seraient compatibles avec cet esprit-là. D'accord. Et puis finalement, les choses ayant tourné autrement, on a eu la chance de trouver, grâce à Plenco, d'abord, je crois, les 3 poireaux, donc qui ont évolué ensuite en le comptoir dionysien et les Canaliens, et qui lui nous a connectés ensuite avec la brasserie et avec les riders, et qui ensuite ça a grandi un peu comme ça. Donc ça s'est fait un peu tout seul. Il y a des gens qui se connaissaient déjà, qui avaient déjà un peu l'habitude de travailler ensemble et qui cherchaient tous à se relocaliser. Et ensuite il y a effectivement quelques petites briques supplémentaires qui sont venues s'ajouter à ça. Et bien évidemment, je pense que pour être bien à la fabrique, c'est plus intéressant si on travaille avec les autres. C'est aussi un des avantages qu'on propose. Donc oui, c'est effectivement un critère pour nous. C'est important. Tu évoquais Plaine Commune qui a aidé en termes de sourcing. Plaine Commune fait partie de la SIC ou c'est un partenaire extérieur? Non, c'est un partenaire extérieur. Nous, on a toujours travaillé avec eux. C'est quelque chose qui court depuis D'accord. Nos parents, notre père et notre grand-père, et ça a toujours été la politique de l'entreprise familiale que de travailler avec les pouvoirs publics pour voir justement les besoins
directement, plutôt que d'implanter des choses dont on ne serait pas sûr si elles marcheraient ou pas. On a toujours travaillé comme ça, en prenant le plus d'informations possible sur les besoins. D'accord. Et au quotidien, est-ce que le simple fait que l'écosystème soit porteur d'une certaine cohérence fait que les choses se font toutes seules, ou est-ce qu'il y a une forme d'animation, d'accompagnement pour coordonner un petit peu les acteurs entre eux? Alors pour l'instant, ça se fait un peu tout seul. Nous, parce que nous, on a une position assez particulière, parce qu'on est bailleur, donc on essaye de pas trop rentrer dans les affaires de nos résidents aussi, parce que c'est pas forcément notre rôle, mais effectivement quand ils nous demandent, alors là on fait les connexions avec plaisir. Ouais. On fait effectivement on essaye de faire des petits repas tous ensemble, mais c'est vrai que ça se passe assez naturellement, très très bien, sans qu'on ait besoin de faire les connecteurs, donc c'est ça qui est très chouette aussi. Mais effectivement on compte dans un futur proche mettre en place une charte, des choses comme ça, histoire de mettre les choses un peu figées, enfin de fixer un peu les choses. Ouais. Voilà. Et dans la vie du lieu et les différentes activités qui sont en train de se structurer, est-ce que tu peux nous dire quelles sont justement l'actualité du moment et les étapes à venir? Oui, alors là, au cours du mois prochain, on a l'incubateur porté par la mairie d'Épinay-sur-Seine qui vient s'installer, qui s'appelle ESS au carré, puisque Économie sociale et solidaire et Épinay-sur-Seine. D'accord. Et donc, ils nous ont fait suffisamment confiance pour venir installer donc, leur incubateur qui est sur 160 mètres carrés, donc à l'étage de la fabrique. Donc, on est très impatients de les recevoir. Et également, on va ouvrir à partir du 23 avril notre terrasse, donc qui sera ouverte au public. Ouais. On va y proposer une programmation culturelle et festive. Ce sera un aperçu, ce sera ouvert les week-ends, là quand il fait beau jusqu'à la fin des beaux jours, on espère jusqu'au mois d'octobre, et ce sera un aperçu de ce qu'on va pouvoir proposer ensuite à terme, une fois qu'on aura fait les travaux dans les caves voûtées qui donnent sur la Seine. D'accord. Voilà, qui sera là le cœur de la fabrique pour le grand public. Vous entretenez des liens récurrents avec le 6B, avec d'autres tiers-lieux ou pas? Alors pas encore, parce que pour l'instant on est encore un petit peu dans notre coin, dans notre vue, on est très peu à bosser sur le projet en fait. Nous on est 3, ouais. Donc on a peu de temps pour l'instant, puis en plus le confinement n'a pas forcément aidé à ce qu'on ait rencontré les gens, mais effectivement on est toujours ravis d'être reçus ici. On a été voir aussi ce qui se faisait à la coopérative Poincaré par exemple. D'accord. On sait qu'il y a plein d'initiatives absolument formidables, mais comme on n'avait pas encore de programmation à proposer, en fait pour nous, ça va surtout se passer à ce niveau-là, en fait. Je pense pouvoir avoir des interactions comme ça, pouvoir proposer des choses, pouvoir faire des choses dans les murs et les inviter aussi à la fabrique, ce serait pour nous, ce serait super. Ok. Et alors, tu citais tout à l'heure l'exemple de Riders Social Club, dont on entend beaucoup parler dans la région quand on parle de SS, parce que c'est une success story. En tout cas, c'est un acteur qui grandit très très fort et très vite. Tu peux nous parler un petit peu de déjà son métier et surtout les quelques chiffres qui permettent de se rendre compte un petit peu d'où où ils en sont déjà aujourd'hui? Bien sûr. Alors le Riders Social Club, c'est de la cyclo-logistique, donc ils font du transport de marchandises frais ou pas, ils peuvent porter jusqu'à 350 kilos, je crois, sur leur... ce qui est pas mal, ouais. Oui, c'est quand même assez impressionnant. Et donc oui, ils ont 1 an et demi d'existence. Ils représentent déjà, donc ils sont passés de 2 à 7 emplois en plein. C'est aussi deux personnes qui sont retournées au plein emploi après des périodes de chômage de longue durée. Ils sont passés de 90 000 euros de chiffre d'affaires à leur première année d'exercice. Là, ils ont un objectif cette année de 150 000. Sinon, en termes d'impact écologique, c'est assez phénoménal, puisque déjà ils ont parcouru 80 000 km déjà à vélo, et donc, ce qui est l'équivalent de 500 tonnes de CO2 économisées par rapport à un transport moins propre. Ouais. Donc c'est quelque chose qui a un véritable impact, et ils sont en développement constant, ils sont extrêmement dynamiques, en plus de travailler extrêmement bien et d'être très sympathiques. Non, c'est un bonheur de les avoir. Nous à la fabrique, on en est très très fiers, on est très contents. Oui, c'est un bel exemple. Merci Jeanne d'avoir partagé avec nous ton retour d'expérience, et puis bon courage pour l'ouverture au public. Merci beaucoup. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Monet, merci d'être avec nous. Vous êtes maire adjoint de Saint-Denis à la transformation écologique. Vous occupez aussi de la nature en ville, de démocratie alimentaire. Vous êtes conseiller territorial de Plaine Commune. Vous travaillez sur l'économie circulaire, sur les projets alimentaires du territoire. Donc
On va aborder un petit peu toutes ces facettes. D'abord, ce que j'aimerais évoquer avec vous, c'est peut-être la question de l'émergence de l'économie circulaire dans les filières de l'énergie, de l'alimentation ou même du bâtiment. C'est-à-dire l'économie circulaire en général dans le territoire. Où en est-elle en termes d'émergence et de maturité ? Oui, alors tout d'abord, et juste pour préciser, je me permets d'ajouter une des délégations que je porte, mais qui est vraiment importante et assez originale, je pense, puisque j'ai aussi la délégation sur la commande publique à Saint-Denis, à la ville de Saint-Denis, et que être à la fois maire adjoint en charge de la transformation écologique et de la commande publique, on se rend compte que ça permet d'avoir des leviers de transformation importants sur le territoire. La commande publique, c'est une part importante, évidemment, des dépenses et des investissements réalisés sur un territoire, quoi. Donc, ça permet d'activer les transformations. Et pour revenir à votre question, bon, en termes d'émergence, on a la chance, c'est vrai, d'être sur un territoire qui, en fait, depuis de nombreuses années, a semé des graines sur ces sujets-là, que ce soit l'énergie, le bâtiment, dans des logiques souvent de sobriété, et en particulier d'économie circulaire. Donc on a des acteurs dans les domaines que vous avez cités, que ce soit le bâtiment, l'alimentation, l'énergie, qui travaillent depuis déjà longtemps à faire passer ces nouvelles manières de vivre, tout simplement. Et tout ça commence à porter aussi ses fruits. Et heureusement, parce qu'on est dans un contexte où l'accélération est absolument nécessaire, que ce soit sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi, on le voit, sur la disponibilité des ressources ou l'indisponibilité de plus en plus des ressources. Il est temps, et c'est peut-être d'une certaine manière une chance, entre guillemets, aussi, d'en être là. On peut espérer que le contexte dans lequel on est accélère la transformation. Et encore une fois, on est dans un territoire qui a les atouts, parce que les acteurs sont là déjà, mais aussi parce qu'on est un territoire en pleine transformation. Il y a de multiples projets de transformation sur le territoire actuellement. Bien entendu, le plus emblématique, c'est celui des Jeux Olympiques qui amène un certain nombre de transformations. Mais au-delà de ça, les transports avec le Grand Paris Express, et puis l'aménagement tout simplement d'un territoire qui, pendant trop longtemps, a été, je dirais pas abandonné, mais en tout cas négligé sur un certain nombre de ces aspects-là. Donc voilà, sur le bâtiment, je peux citer le métabolisme urbain, enfin qui a été lancé, c'est une démarche qui a été lancée par Pleine Commune il y a déjà quelques années de ça, et qui là aussi va passer en mode un peu accélération. Ce métabolisme urbain qui consiste à éviter au maximum des entrées et des sorties de matières, notamment de ressources qui ne seraient pas utiles, et donc profiter des déconstructions d'un côté pour les embarquer dans des constructions ou des réhabilitations de l'autre. Donc ça veut dire mettre aussi des plateformes intermédiaires qui assurent le transfert et parfois le travail, la réhabilitation aussi des objets pour permettre de les réemployer. Donc il faut des plateformes de réemploi pour faire ça. Il y en a sur le territoire qui font ça. Donc ça c'est un exemple sur le bâtiment, avec des outils d'ailleurs numériques qui doivent aussi permettre d'accélérer tout ça. Sur l'alimentation, c'est également extrêmement flagrant depuis des années, avec la production déjà, mais aussi un certain nombre d'autres activités autour de l'alimentation. Et enfin sur l'énergie, là aussi on avance, je dirais. Le circulaire dans le domaine de l'énergie, c'est le renouvelable en fait, la capacité de bénéficier d'une énergie pas sans fin, parce que il y a toujours de la ressource à mettre pour la produire. Mais enfin, on est sur un territoire qui a développé, par exemple, la géothermie, et qui continue à la développer, progressivement avance vers le photovoltaïque, ce qui est
pas toujours été facile pour des raisons aussi de modèle économique de ces projets-là. La biomasse, et puis bientôt d'ailleurs un grand méthaniseur à côté de chez nous, à Gennevilliers, ici, pour produire aussi du biogaz qui sera nécessaire demain. Et si on revient sur la sécurité alimentaire et l'économie circulaire dans cette filière, pour faire un focus dessus, parce qu'une des complexités de l'économie circulaire, c'est que c'est toute la filière qui doit se mettre en musique pour que chaque étape de la chaîne puisse être compatible avec un modèle circulaire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes étapes de la circularité dans l'alimentaire, par exemple ? Oui, tout à fait. Il se trouve que je porte effectivement une délégation au niveau de Plaine Commune qui nous amène à travailler à un projet alimentaire territorial qui va englober l'ensemble des activités qui constituent le cycle alimentaire, si on peut dire, que moi je nomme souvent de la terre à la terre, puisqu'on part de l'agriculture, de la production, de la terre elle-même, enfin de la qualité des sols d'ailleurs, en priorité pour pouvoir justement produire de l'agriculture. On est un territoire qui historiquement a hébergé entre guillemets des maraîchers depuis longtemps et qui reste un territoire attaché à cette histoire-là. Qu'on dérive progressivement dans d'autres modèles d'agriculture urbaine aujourd'hui, donc la production bien entendu, mais ensuite le long des cycles, la transformation, la distribution, avec aussi des modèles nouveaux autour par exemple de la cyclo-logistique qui se développe sur notre territoire. La cuisine, si je puis dire, aussi, avec des cuisines collectives, notamment la cuisine centrale, par exemple, de Saint-Denis, qui produit 9000 repas par jour pour alimenter les écoles et les enfants de la ville. Et puis ensuite, aussi le cycle important pour le refermer et tout ce qui vient avec la limitation du gaspillage alimentaire, la récupération des produits entre guillemets avariés ou des restes non consommés. Et là, avec des acteurs aussi ancrés sur le territoire. Je peux citer les alchimistes par exemple, mais aussi Moulineau qui est dans cette filière-là. Puis il y en a d'autres aussi sur ces logiques. Je pense par exemple à Rebelle qui est installé sur le territoire de Plaine Commune également, qui transforme les invendus entre guillemets alimentaires en confiture d'un côté, progressivement en soupe, etc. Donc voilà, il y a toute une filière qui s'est là encore développée historiquement sur notre territoire, qui est une vraie chance pour ensuite retourner à la terre, pour finir le cycle dans certains cas, donc avec par exemple encore une fois les alchimistes ou Moulineaux qui transforment les biodéchets d'un côté en compost, de l'autre plus en énergie. Je parlais de méthaniseur tout à l'heure, c'est aussi un débouché, mais aussi beaucoup dans le sol. On a besoin de réenrichir le sol. On a malheureusement là pour le coup même si on a une histoire maraîchère, on a aussi une histoire industrielle et on a malheureusement sur le territoire des sols qui sont d'une certaine manière pauvres, c'est sûr, mais très souvent en plus pollués. Donc on a aussi tout un sujet à travailler. Et je crois que vous aurez sûrement l'occasion de parler des faiseurs de terre qui justement ont mis en exergue cette activité importante pour nous aussi, qui consiste à revaloriser les terres sur notre territoire à partir de la ressource qui est présente, c'est-à-dire la production alimentaire et agricole qu'on n'utilise pas en quelque sorte. Et évidemment, quand on parle d'économie circulaire, on pense très rapidement à l'impact environnemental. Il y a toute la dimension sociale, que vous avez déjà un petit peu évoqué à l'instant, en termes de redistribution dans le système alimentaire pour, par exemple, les écoles, les familles qui auraient des difficultés à consommer du bio, du local, voire même parfois à recourir à la cantine scolaire. Quelles sont les externalités finalement sociales que l'on retrouve dans ce circuit une fois installé ?
Entre autres, pour revenir à la cantine scolaire, justement, et c'est une des raisons pour lesquelles on a poussé cette proposition, sur Saint-Denis, on a en tout cas proposé la gratuité de la cantine scolaire de qualité, avec une cantine, et notamment toute une équipe à la cuisine centrale, qui est inscrit dans une démarche qui s'appelle Mon Resto Responsable, qui travaille sur la qualité, le bio ou pas, mais en tout cas des produits labellisés de qualité, des circuits plus courts, etc. Et sur le gaspillage alimentaire aussi auprès des enfants. Voilà, donc, et puis après, sur le territoire, là aussi, on a des activités qui génèrent de l'emploi, on l'a vu d'une part, donc c'est plutôt bénéfique. Et puis on a vu aussi, notamment dans les crises sanitaires qu'on vient de traverser, effectivement qu'on évite dans la difficulté, qu'on évite une population déjà fragile, mais qui peut vite se trouver dans la difficulté d'alimentation. Et on a vu dans cette période-là à la fois des queues, en tout cas, se former dans les distributions alimentaires, mais aussi un mouvement très conséquent sur notre territoire d'acteurs qui se sont mobilisés pour pouvoir justement répondre à ces besoins d'une grande partie de la population, ce qui a permis aussi, là encore, de renforcer notre structuration. Sur Saint-Denis, on travaille avec une structure qui s'appelle Appui, qui va travailler et qui est en cours de mise en place d'un dispositif dispositif logistique de redistribution, en tout cas de stockage-redistribution, pour alimenter les associations d'aide alimentaire d'une part, mais aussi un réseau d'épiceries sociales et solidaires qu'on est en train de mettre en place dans les différents quartiers de la ville de Saint-Denis. Donc voilà, là aussi une dynamique qui est historique, je dirais, mais qui se renforce et qui s'accélère pour répondre à des attentes qui, de toute façon, au-delà des périodes de crise sanitaire, et malheureusement là on voit qu'on rentre dans d'autres crises économiques cette fois, qui renchérissent le prix des denrées. Malheureusement le besoin continue à perdurer, mais c'est vraiment l'objet de notre plan alimentaire territorial que de mettre en mouvement de manière cohérente et du coup renforcer un ensemble d'acteurs qui, comme je viens de le montrer, sont déjà là, actifs, déjà beaucoup en lien, mais qu'on veut aussi aider à se développer encore. Et dans cette dynamique de fédérer des acteurs autour d'un projet commun, le statut de la SIC, que l'on voit de plus en plus se déployer dans tous les territoires, est-ce qu'il se démultiplie à pleine commune? Est-ce que ça a amené des nouveaux leviers de coordination? Alors oui, là encore, on est sur un territoire où l'économie sociale et solidaire est bien installée, au travers d'un réseau d'associations déjà dense, mais aussi progressivement, effectivement, des coopératives qui se développent sous forme de SIC, en effet. Il y en a maintenant pas mal dans différents domaines sur le territoire. Moi, c'est un modèle auquel je suis extrêmement attaché. J'ai moi-même créé une SIC dans le domaine de l'énergie, justement. Voilà, moi, je souhaite aussi, et c'est le cas ce que fait Pleine Commune aujourd'hui, la ville de Saint-Denis, que les collectivités soutiennent. Et ce modèle-là permet justement aux collectivités de soutenir aussi en entrant dans le capital. Donc, on est au-delà de la subvention, on change aussi un peu de posture pour la collectivité, on rentre dans un modèle coopératif, c'est son nom, qui permet de construire ensemble, construire en commun, et moi je crois que ça c'est une vraie nécessité pour l'avenir, que de mettre les acteurs dans leur diversité, les collectivités, les associations, les habitants, les entreprises du territoire aussi, qui se mettent autour d'une table pour répondre aux enjeux de demain. Et comme on l'a vu, les enjeux ils sont énormes. On n'y arrivera pas si on ne se met pas dans ces logiques de coopération. Donc pour moi, ce modèle, il est vraiment pertinent pour ça. Et encore une fois, progressivement, les collectivités rentrent dans le capital effectivement des différentes coopératives qu'on a sur le territoire. Et ces coopératives, d'ailleurs, qui elles-mêmes travaillent de plus en plus entre elles. Et pour terminer, ces prochains mois ou ces 2 prochaines années, s'il y avait soit une tendance que vous souhaitez accompagner ou un projet phare, en tout cas une ambition particulièrement forte que vous souhaiteriez partager avec nous aujourd'hui, ce serait quoi ? Il y en a plein en fait. J'imagine. Il y en a plein. Enfin, franchement, le défi
l'enjeu pour nous, c'est vraiment ceux qu'on vient de citer, mais l'énergie et l'alimentation, l'énergie. Je pense que on le voit bien là, il faut accélérer sur les productions locales. Encore une fois, on a beaucoup d'atouts. Il se trouve que je suis par ailleurs président du SMIREC, le réseau de chaleur local. On a un projet sur le nord du territoire, Épinay, Pierrefitte, Villetaneuse, d'un nouveau réseau de chaleur géothermique, donc développement d'énergie renouvelable. On a plusieurs autres projets d'extension du réseau, et y compris, par exemple, des projets vertueux. On parle très souvent de l'impact du numérique maintenant, et c'est pas faux, mais et on a sur notre territoire de nombreux data centers. On a un projet aussi de récupération de la chaleur d'un data center pour alimenter des équipements du territoire. Donc voilà, et puis dans le domaine de l'alimentation, là aussi je pense qu'on a vraiment de belles choses à faire. Le sujet, c'est pour nous, c'est plus encore une fois d'amplifier sur un terrain qui est déjà très très riche, comme je l'ai montré, et accompagner aussi tout ça par des grands projets de végétalisation aussi de notre territoire qui en a bien besoin. Donc là, on a quelques beaux projets aussi de végétalisation sur le territoire de Saint-Denis en particulier, de Plaine Commune plus généralement. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Stéphane Berdoulet, bonjour. Bonjour. Donc Stéphane, tu as plusieurs casquettes. Tu es co-directeur de Allage, co-gérant de la SIC Phare, cofondateur aussi d'une SAS qui s'appelle Les Alchimistes et impliqué dans la fabrique des transitions et un certain nombre d'initiatives locales. Donc on va aborder un petit peu ces différentes facettes de tes activités, de tes engagements. Déjà par rapport au 6B géographiquement, on est proche du bâtiment du phare, à quelques mètres à vol d'oiseau, j'imagine. Il suffit de traverser la Seine qui est derrière nous. De mettre un maillot de bain et on arrive. Est-ce qu'il y a d'ailleurs des navettes fluviales? Non. Mais ce sont des territoires hyper connectés puisque on est ici au 6B à Saint-Denis. Le phare, c'est un bâtiment qui est sur l'île Saint-Denis, une des 9 communes de la communauté de Plaine Commune. D'accord. Alors on va commencer par évoquer l'association Allage dans un premier temps. 130 salariés dans l'association, dont 95 qui sont en parcours d'insertion dans les espaces verts et naturels. Et Allage, tu me dis si je me trompe, mais c'est le premier producteur de fleurs en volume dans le Grand Paris. Est-ce que tu peux nous rappeler quel est le point de démarrage qui a donné naissance à cette association? Oui, alors sur l'île Saint-Denis, des habitants, des citoyens ont créé Allage il y a 25 ans sur une double indignation. Le chômage inacceptable et le cadre de vie dégradé. On est sur l'île Saint-Denis, une île ça fait rêver et il y a 25 ans elle ne faisait pas du tout rêver. Parce que c'est une île de déchets et qui était mal entretenue. Et de là, 25 ans plus tard, Allage a poursuivi sa mission et sa raison d'être, c'est créer de l'activité qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux personnes les plus fragiles sur le marché du travail et qui rende des services sur le plan environnemental à la ville. Donc on a des actions dans la création, l'aménagement, l'entretien des espaces verts et naturels, dans le cadre de ce qu'on appelle les chantiers d'insertion, qui sont une politique de l'emploi pour des personnes au chômage qui vont chez nous, dans le cadre d'un contrat de travail, apprendre en produisant et en étant accompagnés socialement et professionnellement. Et depuis 3 ans, on s'est diversifié autour de la production de fleurs coupées. Oui. C'était pour nous une façon de mettre un pied dans l'agriculture urbaine, tout en prenant en compte le fait que nos sols sont pollués et que produire du légume sur des sols pollués impliquait de faire des choix qu'on ne voulait pas faire, notamment celui d'excaver les sols pollués pour les envoyer à la périphérie et puis d'aller faire venir de la bonne terre. Voilà. Et c'est là où un salarié en parcours d'insertion nous a dit faisons des fleurs. J'en ai fait pendant 25 ans dans mon pays.
Et on a ainsi mis le doigt sur le monde absurde du commerce de la fleur, qui fait qu'aujourd'hui, 85% des fleurs vendues en France sont produites à l'étranger, à 10, 15, 20 000 kilomètres d'ici. Et aujourd'hui, il est facile d'être le premier producteur de fleurs du Grand Paris, parce qu'on n'est pas nombreux, mais on n'est pas tout seul. Et on est peut-être tous ensemble un peu les pionniers d'une nouvelle production de fleurs locales, de saison, en circuit de proximité. Et ça nous a permis en même temps, en tirant ce fil, d'imaginer une autre histoire complémentaire à celle-là, qui s'appelle Les Faiseurs de Terre, et qui est sur la production de substrats fertiles en économie circulaire et en insertion, puisque il faut trouver aussi une alternative à l'importation de terres végétales volées à la campagne et ramenées en ville. Et en volume, cette activité donc, est devenue une structure à part entière, une entreprise, les Faiseurs de Terre. Ça représente quel volume aujourd'hui d'activité ? C'est uniquement un potentiel, parce qu'on est encore en train de peaufiner notre recherche et notre développement. On est dans le cadre notamment d'une expérimentation pour la Solideo, la société en charge des investissements pour les Jeux Olympiques. Vous êtes sur le territoire du village olympique ici. Et par contre, la profondeur de marché, la demande, elle est énorme. Chaque année en ville, il faut que tu saches qu'on importe jusqu'à 20 millions de tonnes de terre. C'est 20 millions de mètres carrés sur lesquels on creuse à 1 mètre de profondeur pour avoir ça mis dans des camions. Un camion, c'est 20 mètres cubes, donc on peut imaginer le nombre de rotations que ça comprend. Et voilà, donc pas de volume pour l'instant, ou quelques milliers de mètres cubes pour s'entraîner, expérimenter, comprendre. Essayer de copier la nature qui est particulièrement inventive et complexe quand il s'agit de parler des sols. D'accord, un gros potentiel en devenir. Mais c'est pas la première fois que Alage donne naissance à une entreprise, il y a également les alchimistes. Tu peux nous en dire aussi quelques mots ? Oui, alors l'histoire, c'est la rencontre entre des personnes et dans un lieu particulier dont on parlera peut-être, qui est le phare, ce bâtiment dans lequel l'association Études et Chantiers, l'association Alage et quelques personnes physiques, Fabien Kenzo Sato, puis plus tard Alexandre Guilly, on a imaginé une solution de collecte et de traitement des déchets organiques par compostage électromécanique. Et sachant que cette histoire, elle est d'abord née dans le souhait de composter les couches jetables collectées dans les crèches. Voilà, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, un peu plus de 5 ans après, c'est devenu une entreprise qui se développe en Île-de-France, mais se développe aussi en France métropolitaine, à La Réunion, avec des projets qui naissent un peu partout. Ouais. Et là, en volumétrie, aujourd'hui, ça représente quoi ? Alors c'est une aventure qui va beaucoup trop vite pour que je puisse être très précis. Voilà, Alage était là au début et maintenant regarde de loin l'histoire s'écrire. En tout cas, chaque site a pour capacité de traiter 2 tonnes de déchets organiques par jour. Et aujourd'hui, les alchimistes, en Île-de-France, c'est au moins 2 sites, mais c'est aussi Lyon, Marseille, Toulon, Toulouse, Nantes, Lille, Saint-Denis de la Réunion, etc. Donc, multipliez ce nombre de sites par 2 tonnes jour et vous aurez un ordre d'idée. Ouais. Et il y a une levée de fonds sur les alchimistes de 1,5 million, c'est ça ? Tout à fait, c'est un projet qui nécessite des investissements un peu lourds, notamment dans une machine assez low-tech, parce que en gros c'est ce qu'on appelle un composteur électromécanique, c'est un intestin, c'est à la fois un tube, à la fois un thermos avec une vis sans fin à l'intérieur, mais voilà, c'est un objet industriel qui a un certain prix et pour ça les alchimistes ont fait appel à la finance solidaire, à la finance à impact, pour faciliter le développement. Ouais.
Alors, tu évoquais tout à l'heure la SCI, le phare. Tu peux nous parler du bâtiment, là aussi son activité, son rôle et son dimensionnement? Oui, alors le phare, à l'origine, c'est Allage qui achète un bâtiment de 1500 mètres carrés sur l'île Saint-Denis pour faire venir tout un écosystème d'associations. Si l'intention était magnifique, et notamment parce qu'elle imaginait que la proximité ferait un bouillonnement d'idées pour le territoire, ce fut un échec. Parce que peut-être une dimension trop immobilière uniquement dans le projet et quand on met des voisins dans un bâtiment, certains voisins s'entendent bien, d'autres s'entendent moins bien, sont indifférents, voire sont en conflit. Et dans les années 2012-2013, on a essayé de tirer les leçons de cet échec pour réinventer le projet et notamment le structurer autour de grands piliers. Un premier pilier qui est celui de créer un espace professionnel qui pèse le moins possible sur les structures pour qu'elles maximisent leur énergie dans leur mission sociale et en plus qui facilite les coopérations. C'est donc aujourd'hui tout un collectif d'associations, de coopératives, de sociétés commerciales qui partagent la préoccupation soit des personnes marginalisées socialement, économiquement, géographiquement, on est en Seine-Saint-Denis, soit la question du cadre de vie dégradé, des questions environnementales. Le deuxième pilier, c'est celui d'être des acteurs de développement local. Donc encore une fois, on crée de l'activité ad hoc ou pérenne pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse sur le territoire. Et puis le troisième pilier, c'est d'être un pôle de l'économie sociale, mais qui apprendre son aventure, cette aventure elle n'est pas tracée, on la construit chaque jour, qui apprend d'aventures similaires et puis qui inspire. C'est pour ça que vous ne verrez certainement pas de phare numéro 2, de phare numéro 3, de phare numéro 4, car notre histoire c'est la nôtre à un moment donné sur un territoire donné. Et si elle peut être inspirante pour d'autres, tant mieux, on partage, mais leur histoire leur appartiendra sur leur territoire en tant que collectif. Ils sont 23 sociétaires au phare, c'est ça ? Tout à fait. Aujourd'hui, la société coopérative rassemble 23 sociétaires, une vingtaine d'habitants dans le lieu même. On est dans la crise du logement. On a à la fois des besoins de plus d'espace et puis à la fois des demandes pour intégrer ce collectif. Donc on part dans un projet de surélévation de 2 étages plus un rooftop, une terrasse, pour pouvoir en 2024 regarder la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais voilà, on essaye de construire aussi différemment, c'est-à-dire que pour nous, être un démonstrateur de ce qu'il est possible de faire pour changer un peu les règles du jeu, ça nous intéresse. Et pour ça, on s'est donné un objectif de construire 100% de la surélévation en ayant recours aux acteurs de l'insertion et en maximisant le réemploi. D'habitude, quand on veut mettre de l'insertion dans des projets constructifs, on part de zéro, puis on essaye de monter à 1, 2, 3, 5, 10%. Nous, on part de 100 et on essaye de ne pas descendre. Voilà. Et ça nécessite de concevoir le projet différemment, notamment de partir d'un diagnostic des savoirs existants, des compétences existantes dans les structures d'insertion, dans les structures qui pourraient rentrer dans le projet et être prêtes le jour J, ou d'accompagner des structures à se préparer pour recourir à l'insertion. Et les mêmes choses sur le réemploi, ça nous oblige à inventer des choses et on est sur un territoire où le métabolisme urbain est devenu une politique publique. Donc c'est avec tous ces acteurs publics et privés qu'on essaye d'inventer des nouvelles boucles de réemploi. Très bien. Et est-ce que tu peux nous dire quels sont les liens entre 6B et le phare et Allage? Quels liens vous entretenez? On a une communauté de destin.
C'est-à-dire qu'on est d'abord à la fois des ambassadeurs de ce territoire et à la fois des personnes personnes physiques, personnes morales, qui nous impliquons pour changer la trajectoire de ce territoire dans des alliances un peu nouvelles. Vous voyez que ça se développe tout le temps entre acteurs publics et acteurs privés. Donc un des points communs, c'est notamment celui d'essayer de sortir d'une relation où l'acteur public commande et l'acteur privé exécute, dans lequel on est souvent dans l'économie sociale. L'autre chose, c'est que on est thématisé. Le 6B, c'est aussi un lieu, 7000 m², une centaine ou un peu plus d'acteurs, très fortement coloré sur les questions de culture, notamment d'art, de design. Donc au phare, on a décidé qu'on devait être complémentaires, qu'on n'accueillerait pas d'acteurs de ces champs-là pour ne pas être sur les mêmes sujets et continuer à plutôt construire des liens, des histoires communes, ad hoc ou plus ou moins pérennes. Puis au bout d'un moment, c'est des amis aussi. Très bien. Merci beaucoup Stéphane pour ton témoignage. Merci de m'avoir donné cet espace. Françoise Candier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable de l'école de production de Grand Paris Nord. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer ce qu'est une école de production ? Bien sûr. Alors, une école de production, c'est une école qui permet à des jeunes de se former, de rentrer en emploi, en apprenant à partir de la production issue de commandes d'entreprise, de particuliers. Donc en fait, ce sont des jeunes qui vont entrer dans l'apprentissage par la pratique, et une pratique assez développée, puisque sur une semaine de cours, vous avez 25 heures en général dans l'atelier et à apprendre, où voilà, on va avoir une commande pour faire, alors nous on est dans la métallerie, donc un escalier par exemple, on va commencer par faire cet escalier, un garde-corps de la même façon. Et ensuite, évidemment, l'objectif c'est d'avoir un métier, un emploi, mais aussi en passant par le diplôme. Donc les jeunes vont passer leur CAP au bout de 2 ans. Donc vous avez ces 25 heures d'atelier et 10 heures en matière générale, donc on suit le référentiel du CAP. Donc c'est du français, des maths. C'est plus simple quand on s'applique sur la pratique pour aborder le français et les maths, puisque quand il s'agit de mesurer, la chaise, elle doit avoir, je sais pas, des barreaux de 15 cm, 150 mm, pardon, parce que nous parlons qu'en millimètres, il va falloir comprendre à quoi ce que c'est, que ce sont des millimètres, pas des centimètres. Il va falloir comprendre quel est l'angle exactement pour souder les 2 barreaux. Il va falloir comprendre comment fonctionne la pièce, peut-être en 3 dimensions, puisque on la voit de face, mais elle a aussi un côté. Donc les volumes, la volumétrie, et du coup les maths, on va les aborder de façon très pratique. En général, c'est les maths qui font peur. Et puis le français, quand vous vous adressez dans une entreprise, il faut s'adresser aux clients, il faut s'adresser à ses collègues, il faut se faire comprendre. Si on a l'ambition de devenir chef d'équipe, c'est pareil. Donc on s'aperçoit que finalement le français, c'est plutôt sympa et c'est pas si difficile que ça d'argumenter, de se poser et même d'écouter. On apprend aussi à s'écouter, à se parler pendant ces cours de français. Les autres cours sont évidemment, on a un peu d'anglais, d'histoire géo, de physique, du sport, c'est important. Et puis prévention santé environnement, c'est un cours en général que tous les CAP ont. Mais là aussi, dans un atelier, ce qui compte, c'est très très important, c'est la sécurité. Donc on va amener les jeunes à comprendre les règles de sécurité, mais à les intégrer. Et ça, c'est fondamental, puisque dans une école de production, tout de suite, les jeunes sont en situation de produire, donc vont utiliser des machines qui vont être parfois assez dangereuses. Donc on a beau se prémunir, mettre des papiers partout, si on ne fait pas comprendre comment utiliser les règles pour pouvoir se protéger et protéger les autres, on prend plus de risques. Donc pour nous, c'est important, cette école de production, en fait, si je résume, je suis un petit peu longue, excusez-moi. Non, pas de problème. Si je résume, une école de production, c'est une petite entreprise faite avec des élèves qui vont apprendre pour se destiner à être les meilleurs des salariés. Et en termes de gouvernance, une école de production, comment c'est créé et comment c'est géré ? Alors,
Une école de production ne naît qu'à partir d'acteurs locaux d'un territoire. Il faut que ça parte d'un besoin. Donc souvent, ce sont des entreprises qui ne peuvent plus recruter parce qu'il n'y a plus personne. Ce sont des métiers manuels. Vous savez, on dit aux jeunes... Ah, si tu travailles mal à l'école, tu vas aller en CAP. Mais oui, il faut aller en CAP parce que ce sont des métiers qui donnent sur des carrières merveilleuses, que ces métiers manuels, on en a terriblement besoin. Alors, on parle de l'industrie, de la relocalisation industrielle. Il n'y a plus de compétences. Les salariés sont vieillissants, il faut pouvoir transmettre. Donc, pour transmettre, il faut porter des initiatives. L'école de production en fait partie, la nôtre comme les autres, puisque ce sont des collectifs d'entreprises qui se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire pour enfin pouvoir transmettre, former des jeunes, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir recruter des salariés compétents. Et cette école va nous permettre de pouvoir nous relancer, nous développer à nouveau et arrêter de souffrir de cette pénurie de main-d'œuvre. Donc un collectif d'entreprises, évidemment une agglomération, une ville, et puis d'autres acteurs, des chambres professionnelles, syndicales, des acteurs associatifs et surtout un partenariat fort, donc des acteurs de l'éducation nationale. Nous n'agissons qu'en complémentarité de l'éducation nationale, ça c'est important. En fait, on est un petit peu une troisième voie. On est statutairement comme un lycée professionnel reconnu par l'État, hors contrat puisqu'on a beaucoup d'heures en atelier, on a notre propre pédagogie, donc le faire pour apprendre, un peu moins en heures de matière générale. Et du coup, on s'adresse à tous les jeunes qui ont envie d'apprendre à partir du faire, à partir du manuel. Il faut qu'ils aiment la matière, mais tous ces jeunes qui tiennent plus en cours parce que l'environnement ne leur convient pas, ils peuvent être intéressés par ce type d'école. Donc les élèves finalement apprennent en traitant les commandes passées par les entreprises partenaires, enfin cofondatrices, et à l'issue de leur formation sont en totalité ou en grande partie embauchés par ces mêmes entreprises? Alors tout à fait. En général, le taux d'offres d'emploi par jeune, c'est 5 offres d'emploi par jeune. Donc les jeunes vont pouvoir choisir. Ils vont choisir parmi les entreprises en général, effectivement, les cofondatrices, parce que ce sont les entreprises qui se donnent le plus. Elles vont pas seulement passer des commandes, elles vont être là aussi auprès des jeunes, passer régulièrement, voir leur progression, les féliciter. C'est important. Et puis, ce lien va se créer de façon à ce que les jeunes soient rassurés et puissent savoir un petit peu choisir en fonction de leur appétence. Il y a beaucoup d'environnements. On peut être sur la petite entreprise, la plus grande, sur des tâches plus spécialisées, par exemple la soudure, ou des tâches, des productions plus artisanales et artistiques. Je pense à des sculptures, par exemple, du mobilier urbain aussi. On peut vraiment se lâcher sur toute cette créativité. Et donc, les jeunes, en fonction de ce qu'ils vont aimer, vont pouvoir choisir. Et ça, c'est un vrai luxe, maintenant, de se dire qu'on est attendu et en plus, on va choisir. Voilà. C'est beau. Et dans votre école, aujourd'hui, sont combien d'entreprises cofondatrices et combien d'élèves chaque année? Alors, nous avons 15 entreprises cofondatrices, avec aussi d'autres entreprises qui ont le droit de passer des commandes et qui ne se privent pas, quelques collectivités et aussi des particuliers. Donc, en fait, on a vraiment un bel écosystème et un potentiel autour de cette école. Et puis, nous avons démarré donc en septembre 2021, donc avec une première promotion. Donc ce sont 10 jeunes qui se sont lancés pour cette première année de CAP. Donc l'an prochain, nous espérons ouvrir 2 sessions de première année, donc 2 fois 10 jeunes à peu près. Ce qui veut dire qu'à terme, sous 3 ans, puisqu'on va continuer à l'issue du CAP vers le bac professionnel, ce seront 50 à 60 élèves qui seront dans l'école. Et on peut dire que la moitié des jeunes qui ont un CAP vont vouloir poursuivre en bac et l'autre moitié, statistiquement, c'est ce qui se produit dans les écoles, va souhaiter travailler directement et reprendra peut-être un autre cursus plus tard. Et pour financer une école de production, les commandes passées par les entreprises, ça représente quel pourcentage du financement? Et le reste, est-ce qu'il s'agit de subventions par exemple?
Oui, les subventions représentent les 2 tiers, avec un tiers par l'État, un tiers, nous espérons, par la région et éventuellement d'autres collectivités. Et puis un tiers sont financés grâce aux commandes, donc à la production de ces commandes, pardon, à la taxe d'apprentissage aussi un petit peu, et puis parfois quelques dons qui nous aident bien. Il faut savoir qu'une scolarité par élève, c'est 15 000 €. C'est le même prix en lycée professionnel. Et donc, effectivement, ça nous permet, hors investissement, on a eu une aide importante d'une fondation pour l'investissement de départ et du plan de relance également, ce qui nous a permis de nous installer. Une fois que l'école est installée, que ce soit la nôtre ou les autres existantes dans le réseau, et bien après, ce sont effectivement chaque année scolaire à assurer, avec l'encadrement, le renouvellement de certaines machines, l'équipement des jeunes. En fait, l'école est gratuite pour les jeunes. Oui. Et ça, c'est important. Surtout où nous sommes. Je crois que moi là, si mes jeunes, on leur paye pas la restauration du midi, certains ne mangent pas. Donc on va jusque là. Évidemment, on leur donne leur caisse à outils, les équipements de protection, mais tout est gratuit. Et pour les familles, c'est un vrai soulagement aussi. Voilà. Et les critères de sélection, s'il y a trop de demandes par rapport à la capacité d'accueil, se basent sur quoi? Alors, uniquement la motivation. On se moque du parcours, du cursus scolaire antérieur. Ce qui est important, par contre, c'est de donner aux jeunes sa chance et de donner à voir. Il faut que le jeune lui-même décide de vouloir rentrer dans cette école. Donc le mieux pour nous, c'est de leur proposer au moins une journée d'immersion ou une semaine de stage, 2 semaines de stage, pour leur permettre, par exemple cette année, alors comme on a démarré, on n'a pas pu en septembre, mais là cette année, on en est à 150 jeunes qui sont déjà venus visiter avec une structure associative, avec un professeur, l'école, et puis nous avons 35 stages de programmés. Alors on a déjà commencé, plus quelques journées d'immersion. Ce qui veut dire que si on ouvre 2 sessions, 18-20 jeunes, peut-être qu'on ne prendra pas tous les jeunes, mais on ne laissera jamais aucun jeune sur le carreau, comme on dit. C'est-à-dire que on se débrouillera pour permettre aux jeunes de trouver leur voie et de s'assurer que s'ils ne viennent pas à l'Iron Academy, ils auront quand même une autre école qui vont pouvoir les satisfaire. Parce que y a plein d'éléments qui font qu'on va aimer l'école. Faut aimer le métal, c'est sûr, la matière. Faut aimer l'ambiance très bienveillante, je l'espère, mais un peu familiale. On est 10, on sera 30 l'année prochaine, on va aller jusqu'à 50, donc c'est un peu une grande famille, mais voilà, on est loin du grand lycée professionnel qui apporte autre chose. Mais voilà, 2 types d'ambiance. Et puis, il faut pouvoir se dire, je commence par le CAP et je vais pas tout de suite au bac. Ça, c'est important, puisque ça permet à des jeunes d'avoir un parcours professionnel incroyable, puisque j'ai eu certains jeunes en école de production ont commencé par le CAP et maintenant entament une école d'ingénieur. Donc c'est possible. Ouais. Voilà. Et la première école de production a été créée en quelle année? Oula, alors c'est assez ancien. La première école de production a été créée, je crois, en 1884. Ouais. Voilà. Les écoles se sont particulièrement développées ces dernières années, puisque la fédération des écoles de production, maintenant, nous avons la chance d'être accompagnés par une fédération qui nous permet d'avoir une ligne conductrice forte et nous renforcer entre nous. Donc, ce qui fait que la fédération a 20 ans, pour vous dire. Il y avait encore, il y a une dizaine d'années, je crois, une vingtaine d'écoles de production. Et maintenant, nous sommes à 45 écoles ouvertes à ce jour. Et un projet d'ouvrir d'ici 5 ans jusqu'à 100 écoles de production. 100 écoles de production. Et dans tous les domaines, une majorité sont évidemment dans le secteur industriel, de façon élargie. Donc on a l'industrie pure, l'usinage, la métallerie, on a aussi le bois, on a tout ce qui est électronique, on a le BTP un petit peu qui commence, la restauration évidemment, les espaces verts, le maraîchage, j'en oublie certainement, mais une diversité quand même des domaines qui correspondent
à des métiers sur lesquels les entreprises ne parviennent pas à recruter à chaque fois. Oui. Alors, on a parlé de l'intérêt d'une certaine façon des entreprises qui ont effectivement besoin de recruter une main-d'œuvre qualifiée, mais à l'inverse, pour les élèves, en quoi cette voie est une voie désirable d'une certaine façon ? Eh bien, être dans un environnement où on va tout de suite faire, on va pouvoir progresser, voir son progrès, et puis avoir la satisfaction de rendre une pièce à un client, une pièce qui va pas être jetée, c'est pas une pièce pédagogique. Donc cette pièce, elle est réelle, elle va servir. Je vous ai parlé d'une statue monumentale que nous espérons pouvoir contribuer à faire. Les élèves vont avoir leur nom sur les objets qu'ils vont pouvoir produire. Ces objets vont être vus. Donc, je trouve que c'est une belle façon d'apprendre. Et puis, le fait d'apprendre sur différentes commandes, différents clients, eh bien, on va un petit peu apprendre tout, toucher à tout. Ce qui veut dire que l'élève va pouvoir finalement avoir une grande expérience très diverse et donner très vite des retours aussi à la famille qui va chercher justement ce lien de proximité et la fierté dans ce que vont pouvoir réaliser leurs enfants. Ça, on le sent vraiment, puisque moi, j'ai besoin aussi des parents pour accompagner ces jeunes et j'aime beaucoup leur montrer l'évolution et les travaux. Et je peux vous assurer que les premiers travaux, c'est moi, je veux faire quelque chose que je ramène chez moi, la petite table, le cadre, la boîte à chaussures, enfin, ils ont plein d'idées sur des choses qui sont plutôt bien faites et c'est très très valorisant. Donc les familles ont besoin aussi de ce lien et sont rassurées aussi d'avoir enfin un pied dans l'école et voient suivre la progression de leurs enfants. On comprend pourquoi le modèle se déploie de plus en plus. Finalement, ça répond aux besoins des entreprises, à l'attente des familles, à des nouvelles vocations pour les jeunes, c'est une autre voie d'apprentissage. Complètement. Et le taux d'embauche à la sortie des écoles en général, parce que maintenant avec la fédération, il doit y avoir quelques chiffres Alors je dois dire que je suis assez fière de vous annoncer, c'est 100%. 100% d'emploi pour toutes les écoles. Il n'y a personne qui sort sans être embauché. Le taux de réussite au CAP est de 96%. Donc quand un jeune loupe son CAP, s'il le repasse l'année suivante et l'obtient, en fait, tout simplement, si vous avez un 0, c'est une note éliminatoire. Si vous ne pouvez pas vous présenter le jour de l'examen, l'épreuve, je ne sais pas, de français, voilà, c'est raté, c'est pour la fois prochaine. Et 50 élèves, est-ce que c'est un peu la taille moyenne des écoles ou c'est très variable d'une école à une autre ? Alors, c'est plutôt variable, on va tendre toutes les écoles à aller vers cette moyenne, mais c'est vrai que les écoles les plus anciennes ont plus de facilité, sont plus se développer, et il faut faire attention au développement, que ça soit progressif. Par exemple, nous avons commencé par la métallerie, nous avons le projet d'ouvrir une extension qui ne sera pas sur le même lieu en usinage. Donc l'usinage, c'est tout ce qui est tournage, fraisage, on va prendre une petite pièce et on va la façonner. Et puis un projet également dans le bois, l'aménagement du bois. Donc on se sert du modèle de la métallerie pour pouvoir avancer plus facilement sur ces deux nouvelles filières. D'accord. Par rapport aux chiffres que vous évoquiez sur le nombre d'écoles à date, par rapport à l'ancienneté du modèle, et puis la multiplication assez impressionnante, on voit effectivement qu'il y a un vrai cap qui est en train d'être pris et on comprend bien par rapport aux enjeux des territoires et des besoins des entreprises dans ces métiers. Donc un modèle finalement qui est plein d'avenir et qui a une promesse aussi très intéressante sur le plan social pour s'assurer qu'il y ait moins de décrochage scolaire et un meilleur taux d'emploi pour les jeunes. Oui, c'est vraiment un modèle en plein développement qui rencontre de plus en plus d'écho actuellement. On a de plus en plus de présence sur les grandes chaînes de télévision avec des reportages, ce qui nous permet justement de nous faire connaître grâce à ces reportages. Des particuliers, des entreprises s'adressent à nous pour des commandes, des jeunes, ou les parents des jeunes s'intéressent à ce modèle d'école. Donc ça, c'est important. Et puis, si à terme, on a, disons, 4000 élèves qui sont formés parmi les écoles de production, eh bien, c'est ce plus
plus qui va permettre aussi cette dynamique locale, puisque sur chaque école, on va avoir ces entreprises, l'éducation, les familles, les collectivités qui ensemble portent le projet, ce qui permet une vraie synergie et une vraie richesse pour pouvoir rebondir et encore développer et continuer à former ces jeunes. Bravo pour l'ouverture, le lancement de l'école depuis son démarrage, et puis bonne continuation pour la montée en puissance. Merci Françoise. Merci à vous. Merci.